Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro en direct du Buzz TV de TV Magazine. Nous sommes partis pour une demi-heure de direct avec vous, toutes vos questions et notre invitée du jour qui est une présentatrice de talent, une journaliste à l'écoute et surtout une portraitiste dont le paysage audiovisuel français a toujours secrètement rêvé. Voilà plus d'un an que cette journaliste rend hommage chaque semaine à celles et ceux qui risquent leur vie pour sauver la nôtre, les pompiers, les policiers, les urgentistes, mais pas question d'enfermer cette femme au royaume des sirènes et des gyrophares bleus. Outre sa chronique dans la matinale sur LCI, sa voix fait vibrer les ondes d'Europe 1 avec un ton si singulier que ceux qui se trouvent face à elle fondent quasi systématiquement en larmes. Bonjour Hélène Manarino. Bonjour, très beau portrait. Vous pouvez le refaire une deuxième fois? Écoutez, je ne serai jamais à la hauteur de vos portraits, mais en tout cas j'ai essayé d'arriver à votre voûte plantaire. J'espère que j'ai au moins réussi. Alors on va déjà parler de prostitution et mise en clause, alerte à la frontière belge, c'est le titre de l'enquête que vous présentez ce soir à 21h à l'occasion d'un nouveau numéro d'appel d'urgence sur TFX. On vous retrouve également, je l'ai rappelé, chaque jour dans la matinale d'LCI, dans l'émission quotidienne sur Europe 1. Et comme si votre agenda n'était pas suffisamment chargé, vous êtes marraine d'association, jury des Globes de Cristal. La première question que je voulais vous poser, vous dormez quand exactement, Hélène Manarino? On me pose souvent cette question, mais même moi je me la pose, je dors quand en fait? Merci en tout cas d'être venu, parce que vous avez trouvé 5 minutes pour venir nous voir. Mais non, mais avec grand plaisir, mais on est dans les horaires là où je suis encore très en forme. Non, en vérité, je dors pas beaucoup. Pour tout vous dire, j'ai la chance de ne pas avoir besoin de beaucoup d'heures de sommeil parce que j'aime tellement mon travail que j'ai tendance à me dire que quand je dors, je travaille pas, ça m'angoisse. Mais pour tout vous dire, comme on se dit tout, je dors de 23h à 4h du matin en général. Ah oui, donc vous dormez 5 heures. Et 5 ça heures. vous suffit? Vous n'êtes jamais fatigué au Mais pour le moment, je tiens. On en reparle dans quelques années. Dans quelques années. Pour le moment, je tiens. Mais oui, c'est vrai qu'après, c'est une hygiène de vie aussi. C'est qu'on parle du sommeil, mais il n'y a pas que ça. L'alimentation, je fais du sport. Voilà, parce qu'il faut être concentré. Mais vous sortez pas forcément le soir? Je sors pour aller au théâtre, voilà, pour des événements culturels. Mais c'est vrai que j'essaye je sors utile. On va dire, je sais pas utile, si. Mais après, je sors aussi avec mes copines le week-end. Je sais pas, voilà. Le week-end seulement, sinon vous êtes fatigué la semaine. Ouais, bon, on peut me croiser le jeudi aussi. Mais... de temps en temps. En tout cas, ça se voit pas si vous sortez. Je rappelle que nous sommes en direct sur Figaro Live, sur la page Facebook de TV Magazine et sur lefigaro.fr. Vous pouvez poser toutes vos questions à Hélène Manarino. Quel est le reportage le plus marquant que vous avez vu dans Appel d'urgence sur TFX? Est-ce qu'elle vous émeut, vous aussi, dans la matinale d'Europe 1? Dans quel exercice aimeriez-vous peut-être découvrir Hélène Manarino? Vous pouvez lui poser toutes vos questions. On y reviendra juste après les news médias du jour. Alors Hélène, ici, la tradition au Buzz TV veut que nous commencions systématiquement par les audiences et nous allons nous intéresser cette fois-ci à celle de samedi car France 3 donnait le coup d'envoi de la 4e saison de Cassandre. Alors est-ce que cette série portée par Gwendoline Amon a réussi à faire de l'ombre à The Voice? Eh bien pas du tout puisque le divertissement de TF1 signe même un score en hausse par rapport à la semaine dernière. 4,4 millions de fidèles se sont rassemblés devant cette 9e saison, ce qui représente 23,7% de part d'audience. La série policière de France 3 signe quand même un score tout à fait honorable, même si elle accuse une légère baisse par rapport au lancement de l'édition précédente. 3,8 millions de curieux, 18,4% du public. Du côté d'M6, tous les feux sont au vert avec le lancement de la nouvelle série intitulée Dr Harrow qui parvient à s'inviter dans le trio de tête grâce à cette fiction australienne. Et enfin, on termine avec France 2 qui échoue au pied du podium avec une soirée colorée, il faut le dire, intitulée Les grosses têtes font leur carnaval. Le divertissement piloté par Laurent Ruquier a fédéré près de 2 millions de curieux, 10,7% de part d'audience. Hélène, même si Cassandre, c'est vrai, n'a pas enregistré un score stratosphérique, on se rend compte que la fiction française est en bonne santé. D'ailleurs, il y a même des animateurs, des journalistes qui s'y dirigent, comme Philippe Bougler, Stéphane Bern, Michel Simès également. Est-ce que vous aimeriez peut-être un jour devenir actrice? C'est quelque chose qui vous plairait? On sait que vous n'êtes pas forcément dans une case, vous êtes animatrice, journaliste. Journaliste, est-ce que vous pourriez... Vous avez fait un peu de divertissement, vous faites de l'info? Oui, après la vie est remplie de surprises. Je me suis pas posé la question encore si je pouvais être actrice. C'est marrant parce que parfois on parle en tant que présentateur, on parle d'actrice de télévision. Parfois sur les réseaux sociaux, on voit ça. Mais non. Je sais pas. J'ai fait beaucoup de théâtre quand j'étais jeune. Ça, donc vrai. peut-être. J'ai fait plus de 10 ans de théâtre, mais pour retravailler ma voix. Puis il faut aussi une certaine aisance en plateau, en direct. La télévision, c'est une forme de théâtre aussi, on peut le dire. Lorsque vous êtes en plateau. Oui, mais on joue pas un personnage. Exactement. On essaye en tout cas d'être nous-mêmes. Moi, c'est ce que j'essaye d'être moi-même, et j'espère que je le suis en tout cas. Mais non, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est vrai que si le projet est bien.
Ça dépend avec qui, si je choisis le casting. En tout cas, certains comédiens ont commencé dans leur propre rôle, des journalistes Bien qui sûr. ont joué le rôle dans Alors ça, oui, télévisée. Pascal de la Tour du Pin, par exemple, qui présente la matinale de LCI, elle a fait plusieurs apparitions. C'est assez amusant, d'ailleurs. Moi, j'adore découvrir des univers aussi différents qui sont peut-être loin de moi, donc pourquoi pas, après, être actrice véritablement. Bon, j'aime beaucoup trop mon métier de journaliste pour l'abandonner. Voilà. Bon, j'espère que vous viendrez nous en reparler, en tout cas, si vous avez un projet. En tout cas, l'appel est lancé. Si jamais vous êtes intéressé, Hélène Manarino est là. Alors, on va poursuivre avec d'autres chiffres, Hélène. Et cette fois-ci, on va se focaliser sur ceux de BFM TV. Cela fait plusieurs jours que la chaîne d'information en continu consacre très largement son antenne à l'épidémie de coronavirus qui se propage dans le monde, et la multiplication des cas sur notre territoire provoque une certaine inquiétude, comme le montrent les récents sondages, poussant ainsi les Français à suivre la situation de près. Et par conséquent, BFM TV multiplie les records. Après avoir signé sa meilleure journée de l'année vendredi dernier, la chaîne a battu un nouveau record samedi, parvenant à réunir 3,5% de l'ensemble des téléspectateurs âgés de 4 ans et plus sur l'ensemble de la journée. Du côté de LCI, c'est pas mal du tout non plus, puisque on est très content des audiences. Bah oui, vous êtes à 1,5% de part d'audience. Oui, quand même. Moi, je suis arrivée chez LCI il y a 3 ans, un peu plus de 3 ans, c'était 0,3, 0,4, donc on est ravis. Et puis on est aussi très présent sur le sujet. Je sors de la matinale de LCI. Exactement. Il y a même pas une heure, et évidemment qu'on est présent. On est dans la prévention aussi, on informe. On n'est pas dans le catastrophisme non plus, parce qu'il ne faut pas inquiéter les gens, c'est pas notre but, il faut les informer, et c'est ce qu'on fait. Tout à l'heure, je parle de la matinale, mais c'est toute l'antenne de LCI, sur ce sujet-là. C'est vrai que vous n'êtes pas dans le catastrophisme, mais pour autant, on voit quand même des reportages où nous voyons des Français qui se rendent dans des supermarchés et qui achètent des paquets de pâtes. On en voit d'autres qui font pharmacie sur pharmacie pour trouver des masques. On sent une certaine psychose s'installer autour du coronavirus. Est-ce que vous, à titre personnel, vous êtes inquiète face à ce virus? On sait que certains cèdent à la panique, d'autres sont plus relatifs. Non, mais je pense qu'il ne faut pas prendre de risques. Aujourd'hui, il y a des consignes, des endroits peut-être à éviter. Il faut faire attention. Vous parliez des masques il y a quelques instants. Donc, évidemment, je fais attention en tant que citoyenne française. Donc voilà. Donc, je vais faire attention et je vais écouter les conseils des médecins, par exemple. On a eu ce matin de la part de Gérald Kerziak sur l'antenne. Le médecin urgentiste. Médecin urgentiste, évidemment, de LCI. Donc voilà, je reste attentive à ce qui se passe, mais après le tout c'est d'être informé, alerté, puis d'écouter ce qu'on nous dit. Mais après le reportage sur les Français qui achètent leur paquet de pâtes, évidemment ça peut être assez anxiogène, on est dans une certaine psychose, mais c'est une réalité aussi. Et aujourd'hui le devoir d'un journaliste, c'est de montrer cette réalité. Et donc parfois elle est comme ça, parfois elle est plus sereine. Donc voilà. Alors justement, cette épidémie de coronavirus est l'objet de tout un tas de fantasmes, de fausses informations. Et à ce propos, plusieurs médias ont pris l'engagement de lutter contre les fake news, de mieux associer les citoyens dans la fabrique de l'information et de les éduquer aux médias. 20 minutes, La Croix, le groupe EBRA, TF1, France Télévisions, France Média Monde, France 24, etc. ont notamment accepté de s'associer à cette initiative lancée il y a 3 ans par la société de conseil Bluenove. L'idée, c'est il y a 3 mois, pardon, pas 3 ans. L'idée, c'est de tenter de restaurer un lien de confiance avec les citoyens et les journalistes à travers une attention particulière portée entre autres sur la vérité et l'exactitude des faits. Alors c'est vrai, Hélène, que depuis la crise des Gilets jaunes, on se rend compte qu'il y a une véritable défiance envers les journalistes, qu'il y a une crise de confiance entre les citoyens et les médias. Vous en pensez quoi? Est-ce que les journalistes doivent se recentrer sur eux-mêmes et faire vraiment un peu un état des lieux de leur métier? Ou bien, à un moment donné, il faut aussi éduquer les citoyens et leur expliquer que non, nous ne sommes pas des manipulateurs? Alors éduquer, non, je pense qu'aujourd'hui, notre métier est différent il y a quelques années. Même avant les Gilets jaunes, je pense qu'aujourd'hui, on a ce devoir déjà de faire attention aux réseaux sociaux, à l'émergence, vous l'avez dit, fake news. Donc on est d'autant plus vigilants. Et encore une fois, mon but premier, moi, en tant que journaliste, et tous ceux avec qui je travaille, avec qui j'ai appris aussi, c'est d'être dans la vérité de l'information, de vérifier l'information, d'aller à la source, de faire attention à ce que l'on dit. Et peut-être que on doit redoubler d'efforts, si je peux parler d'efforts aujourd'hui, mais c'est une autre manière. Et puis il y a aussi d'autres médias. Il y a les réseaux sociaux aujourd'hui. Est-ce que c'est un média aujourd'hui? C'est une vraie question. Ça peut l'être. Donc oui, notre travail est un petit peu différent, mais il faut pas oublier vraiment notre but, c'est d'informer avec des informations vérifiées, toujours. Voilà. Et en termes d'école, de journalisme, en termes d'information vérifiée, on peut inviter les téléspectateurs à regarder peut-être Appel d'urgence, c'est ce soir sur TFX. Mais quelle transition! Vous avez vu ça? C'est un métier. Franchement, vous avez vu, il y a 500 Buzz TV derrière moi, ça se voit, n'est-ce pas? On en parle tout de suite dans l'interview du Buzz TV.
Alors ce soir, en première partie de soirée, Hélène Manarino vous présentez un nouveau numéro du magazine Appel d'urgence intitulé Prostitution et maison close, alerte à la frontière belge. Alors c'est une enquête au cours de laquelle vous allez vous intéresser à ces Français qui décident de se rendre dans ce pays frontalier afin de participer d'une certaine manière à ce commerce sexuel. Alors déjà, qu'est-ce qui vous a motivé à l'idée de vous intéresser à ce sujet? Il n'y a pas d'actualité particulière autour de ça, hein? Non, il n'y a pas d'actualité particulière, mais déjà ça a été, je tiens à parler des équipes qui sont sur le terrain, ça a été très compliqué parce que c'est compliqué d'infiltrer justement ces réseaux, de se rendre dans les maisons closes. Donc ils ont travaillé vraiment main dans la main avec une boîte de production belge. C'est aussi, là-bas, il y a plus de 7000 prostituées étudiantes aussi, donc il y a une enquête là-dessus. Il y a aussi une enquête sur des rappeurs qui ont, entre guillemets, inviter des fans à la prostitution, donc il y a une enquête toute autour de ça, et puis la plus grande maison close aussi, où il y a à Anvers. Donc là vraiment les caméras sont entrées à l'intérieur, et aujourd'hui les prostituées sont notées comme on peut noter un restaurant, comme on peut noter un hôtel, et donc les patrons de ces maisons closes peuvent justement mettre une certaine pression aux prostituées en disant si jamais tu quittes ma maison close, je te mets une mauvaise note, et donc pour elles, c'est compliqué. C'est aujourd'hui un travail qui est autorisé aussi, qui est encadré. Il y a des prostituées mères de famille et attention, elles ne se sont pas senties obligées de le faire. C'est un choix et on met vraiment ça en lumière. C'est un choix de ces femmes. Elles ont une liberté aujourd'hui et elles ont choisi aussi de travailler dans des maisons closes. Et on suit tout ça. Ça a été un reportage pour les équipes très intense parce qu'encore une fois, c'était très compliqué aussi d'infiltrer tout ça et une enquête très très forte. Alors, c'est vrai que la législation sur la prostitution est plus souple en Belgique qu'en France. Chez nos voisins belges, des maisons closes ont pignon sur rue et c'est parfaitement légal. Au fond, on se demande quel est le problème. On se dit que c'est légal. Oui, c'est légal, mais même quand c'est légal, il y en a. Il y a des abus, il y a des agressions, il y a des bagarres, il y a des conflits d'intérêts. Et puis protéger aussi ces femmes. Sont-elles réellement protégées dans ces maisons closes? C'est tout ça qu'on a envie de montrer, en tout cas ce soir. Donc, il y a même quand c'est légal, il y a des failles. Et aujourd'hui, ce soir, on les met en avant pour montrer ce qui se passe réellement dans ces maisons closes et dans la prostitution en Belgique. Alors, de nombreux Français se rendent en Belgique pour ces prestations tarifées. C'est quoi l'ampleur de ce phénomène? Est-ce que c'est massivement des Français qui vont en Belgique ou bien ça reste un épiphénomène et très rares sont ces Français qui décident de faire ça? Il y a les pays frontaliers de la Belgique, évidemment, qui s'y rendent, les Belges également. Et puis, il y a aussi parfois, justement, comme il n'y a pas forcément la culture dans certains pays, si je peux me permettre, de la prostitution, certains ne connaissent pas les règles, ne connaissent pas les codes. Donc, justement, il faut aussi éduquer à tout ça ces gens qui veulent aujourd'hui se rendre dans des maisons closes. Il y a des règles, il y a du respect à avoir. Donc, les dérives peuvent venir aussi de là. Et c'est un vrai phénomène aujourd'hui. Alors, c'est un business qui concerne environ 25 000 prostituées, 25 000 prostituées, exactement. En Belgique. Qui sont ces femmes en fait, qui vendent leur corps? Vous l'avez rappelé tout à l'heure, c'est des mères de famille aussi qui ont décidé de le faire. Mais est-ce qu'il y a aussi des femmes qui, comme en France, sont parfois forcées par certains mafieux, si j'ose dire? Bien sûr, mais c'est ce qu'on dénonce, c'est ce qu'on montre, ce qu'on dénonce aussi ce soir. Et donc, je vous l'ai dit, oui, des mères de famille qui aujourd'hui décident d'être de travailler dans des maisons closes, d'être des professionnels du sexe, quand c'est encadré évidemment. Et puis aussi, je vous l'ai dit, la prostitution étudiante. Il y a une enquête autour d'un site internet qui s'appelle Sugar Daddy justement, où ce sont des gens qui font appel à des étudiantes aujourd'hui qui vont rémunérer. Donc on balaye vraiment tous les sujets autour de ça. Alors nous sommes en direct sur le Figaro.fr notamment et on a une question de Sylvie qui souhaite savoir si vous aimeriez aller davantage sur le terrain. C'est vrai que vous lancez les sujets en plateau jusqu'à présent. Est-ce que vous aimeriez faire partie de ces enquêtrices qui vont sur le terrain? Bien sûr, on a toujours envie d'aller sur le terrain et vraiment là c'est une question de temps. J'ai pu m'y rendre l'an dernier à Clermont-Ferrand, notamment après un sujet où je suis allée à la rencontre justement des professionnels qu'on avait suivis pendant quelques temps. Et c'est vrai qu'encore une fois, aller à la source, rencontrer ces gens, l'humain, ces gens qu'on a vus en intervention, qu'on a vu dire au revoir à leur famille parce que justement ils sont appelés à 3h du matin pour intervenir chez un trafiquant de drogue ou sur d'autres sujets et puis de les voir, discuter avec eux. Moi, c'est pour ça que je fais ce métier. Donc, évidemment que j'ai envie d'aller sur le terrain beaucoup plus. Et je veux vraiment me donner le temps de le faire, peut-être l'an prochain, l'année d'après, je ne sais pas. Mais si je ne le fais pas, en tout cas aujourd'hui davantage, c'est vraiment juste une question d'emploi du temps. Pas une question de moyens?
Non, parce que de moyens financiers. Non, oui, bien sûr, mais parce que dès que c'est possible, les équipes d'appel me disent mais bien sûr, viens. Dès que je leur dis c'est bon, on peut y aller, hop, on part tous ensemble sur le terrain. Donc non, évidemment, ça représente on a besoin de moyens, un certain coût, mais on a cette volonté en tout cas, et les équipes qui sont sur le terrain pendant plusieurs mois, et Mathias Favron qui est producteur de l'émission, Frédéric Pedraza de TF1 Production, Laurent Huberson. Voilà, on a cette envie commune de travailler ensemble et que je sois d'autant plus présente, parce que c'est aussi pour ça que j'ai accepté de présenter Appel d'urgence. Certains vont vous dire oui, elle lance juste le sujet et puis sur le plateau, mais pas seulement. Je m'intéresse beaucoup à ce qui se fait, à ce qu'on va faire, et souvent on s'envoie des textos dès qu'il y a un fait d'actualité. Tiens, il faut qu'on soit là-dessus, et notamment sur les incendies à Paris, sur Notre-Dame, on était là. Donc voilà, ça vraiment j'y tiens. Vraiment, j'y tiens. Alors, dans le sujet que nous verrons ce soir, nous verrons qu'à l'image du très célèbre quartier rouge d'Amsterdam, des femmes se trouvent derrière une vitrine afin d'attirer le client. Lorsque vous, en tant que femme, vous êtes confrontée à ces scènes où des dames se trouvent derrière une paroi en verre, comme des objets finalement que l'on souhaite vendre dans un magasin, qu'est-ce que vous ressentez? À l'heure aujourd'hui, on parle des femmes qui s'émancipent, des femmes qui demandent du respect. Qu'est-ce que vous ressentez, vous, lorsque vous voyez ça? Je ressens, si ces femmes sont libres, si ce sont leurs choix, aucun problème. Aucun problème, non. À condition que ce ne soit pas contraint. Et que voilà, une femme, aujourd'hui pour moi, une femme doit être libre dans ce qu'elle fait, dans ce qu'elle choisit de faire, et puis avec de bonnes conditions. Donc à partir de ce moment-là, voilà, moi, si les conditions sont respectées, et puis si elles sont heureuses, voilà, c'est le principal. En tout cas, mais qu'elles gardent leur libre arbitre, surtout. Alors, c'est vrai que le débat sur la réouverture des maisons closes en France revient assez souvent sur le devant de la scène médiatique. Et après avoir vu ce reportage, est-ce que vous pensez que le gouvernement devrait autoriser l'ouverture de ces lieux-là, ou bien pour l'instant, la législation est suffisamment puissante, entre guillemets, pour encadrer la prostitution en France? Je pense que les dérives auxquelles on assiste en France, par exemple, parfois on entend des histoires des prostituées qui sont maltraitées, qui sont parfois tuées aussi, on en arrive là, qui sont très mal payées. D'ailleurs, elles n'ont pas d'argent, elles versent tout, comme on dit, leur MAC. Voilà, tout ça, ça me dérange, et je me dis que si tout ça s'il y a une vraie législation autour de ça, si ces femmes sont protégées, si elles sont justement, on parlait dans des maisons closes pour, entre guillemets, exercer leur travail avec respect, oui, il faut revenir sur le sujet, évidemment. Alors, on a des questions là sur la page Facebook de TV Magazine. On salue Janine, on salue Moufid, on salue Mascarello qui est avec nous. Et on va prendre une question de Tristan qui, cette fois-ci, arrive sur Twitter et qui souhaite savoir si vous aimeriez vous réorienter vers le divertissement. Vous en avez fait un petit peu. Un petit peu. Sur C8 notamment. Oui. Est-ce que vous aimeriez en refaire un petit peu, ou bien l'information, c'est maintenant votre dada et vous ne ferez que ça? Alors, pour moi, aujourd'hui, on parle souvent d'un côté divertissement, l'information. Il y a des divertissements où il y a du fond. Oui, c'est ce qu'on appelle de l'infotainment. L'infotainment, voilà. Donc je pense qu'à partir du moment où je continue d'informer les gens, où je continue de mettre l'humain en avant, ce qui est vraiment ce que j'espère, ce que je veux faire et ce que je fais, en tout cas j'espère, pourquoi pas? C'est avant tout une question de projet. Aujourd'hui, je suis très contente de travailler sur LCI, TFX, Europe 1. Et avec des projets qui sont totalement différents. Certains vont vous dire le portrait inattendu sur Europe 1, c'est pas de l'info, mais pourtant je réalise un vrai travail d'enquête. C'est de l'info. Oui, mais on n'est pas sur du hard news, voilà, mais c'est un vrai travail d'enquête aussi. Certains vont vous dire appel d'urgence, présentatrice, est-ce que c'est être journaliste? Oui, parce que je participe aussi avec les équipes aux enquêtes. Et puis LCI, c'est une autre forme de journalisme. Donc à partir du moment où il y a du fond, il y a de l'information, où moi j'ai la sensation d'exercer mon travail, d'aller à la source, et vraiment, pourquoi pas? Vous avez cité les 3 maisons dans lesquelles vous travaillez, TFX, LCI, Europe 1. Est-ce qu'aujourd'hui, professionnellement, vous pourriez être plus heureuse encore? Est-ce que vous avez encore de l'ambition? On a l'impression heureusement, j'ai 29 ans. Non, mais on a l'impression que vous êtes comblé, parce que c'est vrai que vous faites des exercices différents les uns des autres. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui vous fait encore saliver? Est-ce que Mais oui. Si j'étais arrivée au bout à mon âge, ce serait triste. Mais non, je suis ravie. Enfin, aujourd'hui, je n'ai pas de plan de carrière. Aujourd'hui, je veux faire mon travail correctement. Et on a parlé de mon rythme tout à l'heure. C'est ça aujourd'hui ce qui m'importe, c'est de réussir pleinement ma mission demandée sur LCI, sur Europe 1 et avec appel d'urgence sur TFX. Voilà, aujourd'hui j'en suis là, les projets,
ils viennent ou pas. On est début mars, c'est encore très tôt, mais aujourd'hui, vraiment, je veux terminer mon année en étant à fond dans ces trois projets-là. J'ai énormément de chance d'être tous les jours à la télé et à la radio, dans des exercices où je m'éclate, clairement, où je peux faire mon métier. Je suis ravie d'être tous les lundis soirs sur TFX. Donc voilà, c'est pas de la langue de bois, je suis sincère, vraiment, je suis très heureuse aujourd'hui, et j'ai envie de faire plein de choses, mais bien sûr, j'ai envie de faire des documentaires, j'ai envie un jour d'avoir mon émission, j'ai envie de plein de choses, Vous en avez parlé à la direction de TF1 pour les documentaires ? Non. Pas encore ? Déjà, je vais en écrire. Ils regardent, vous savez, vous. Oui, alors, non, mais déjà, je vais les écrire, mais j'ai plein de sujets qui me passionnent et j'ai pas envie de faire de choix aujourd'hui. À mon âge, et puis avec mon expérience, il y a énormément de gens avec qui j'ai envie de travailler aussi, que j'ai envie de retrouver, avec qui j'ai travaillé et que j'ai envie de retrouver, donc voilà. Alors, LCI, on en parle, c'est de 6h à 9h, vous êtes dans la matinale présentée par Pascal Delatour-Dupas, vous présentez une chronique culture, qui n'est plus la carte blanche que vous présentiez. J'avais une émission, oui, alors pourquoi elle est moins identifiée aujourd'hui, pourquoi elle n'a plus ce nom-là de la carte blanche? La carte blanche, c'était une émission à 13h, où j'avais un invité pendant 20 minutes, voilà, ça a duré un peu plus d'1 an et demi, c'était extraordinaire. Moi je suis arrivée sur LCI, voilà, quand on m'a dit tu vas présenter une émission de 20 minutes, tu invites qui tu veux, tu as carte blanche, je me suis dit mais c'est génial. Et aujourd'hui l'exercice est différent. Je fais partie d'une bande où on est ravis de se retrouver le matin, où je parle d'un film, d'un livre, d'un CD, d'un artiste. Je vais sur le terrain, les rencontrer, faire des interviews. Il y a une vraie interaction en plateau avec les chroniqueurs. On a chacun notre spécialité. Donc voilà, c'est juste la carte blanche s'est arrêtée, mais parce que parfois les choses s'arrêtent et pour d'autres choses qui sont tout aussi bien. Et aujourd'hui c'est le cas, je suis très très bien chez LCI. Alors on a des questions sur le portrait inattendu, mais on y viendra dans quelques instants. Tout d'abord, je voulais vous interroger sur l'actualité majeure de la planète culture qui a été secouée vendredi dernier. Je pense que vous en avez vaguement entendu parler suite à la cérémonie des Césars qui était diffusée sur Canal+ en direct. Cette soirée de récompense a été rythmée par de nombreux incidents, si j'ose dire, avant comme après. Au moment où Roman Polanski a été sacré meilleur réalisateur, l'actrice Adèle Haenel a décidé de partir. Vous comprenez ce coup de théâtre? Alors, je ne parlerai pas de coup de théâtre. Déjà, je comprends totalement le geste d'Adèle Haenel. Je comprends les convictions d'Adèle Haenel. Voilà, c'est de par son histoire, de par ce qu'elle a raconté, en tant que femme aussi, évidemment que je soutiens. Je soutiens Adèle Haenel. Elle a fait ce geste avec beaucoup de... C'est pas un coup de théâtre, avec beaucoup de sincérité. Oui. Aussi, on sentait que... le coup de théâtre bien sûr, dans la mesure où ça a été un véritable rebondissement dans la cérémonie. Exactement. Mais elle est allée jusqu'au bout. Aujourd'hui, Adèle Haenel, elle a ouvert une voie, elle a brisé le silence dans le cinéma français. Donc, finalement, ce qu'elle a fait, ça va avec son combat, ça va avec ses convictions. Donc, son geste, en tout cas, ne peut être que respectable. Et je soutiens aujourd'hui Adèle Haenel, oui. Alors c'est vrai que la prise de parole et le geste d'Adèle Haenel s'inscrivent dans un vaste mouvement de libération de la parole des femmes. Des comédiennes ont décidé de dénoncer des faits de harcèlement et d'agression sexuelle, mais aussi des journalistes et des animatrices, on l'a pu voir à l'époque du hashtag Balance ton port et hashtag MeToo. Est-ce que vous, Hélène Manarino, vous avez été témoin aussi dans l'univers de la télévision de ce genre de pratique? On sait que il y a aussi dans le monde de la télévision qui n'est pas rose ce genre de faits. Est-ce que vous avez été confronté à ce genre de choses dans votre carrière? Non, et après on parle souvent de la télévision, on parle des journalistes, du cinéma, des chanteurs, mais c'est partout en fait. C'est dans chaque corps de métier, vous voulez dire? Bien sûr, mais c'est dans la rue, c'est dans les transports en commun, c'est dans des lieux publics, c'est dans des salles de concert. Aujourd'hui, toutes les femmes, même les hommes, on parle souvent du combat des femmes, mais les hommes aussi sont féministes, les hommes aussi sont là, soutiennent ces femmes à partir du moment où il y a agression, harcèlement. C'est un travail, c'est un combat commun de tous. Alors je n'ai pas été confrontée à ça, mais je suis vigilante depuis toujours. Et voilà, et je pense qu'aujourd'hui, il faut être vigilant, il faut s'aider, faut se soutenir, il faut être unis. Faut être unis dans tout ça parce qu'il n'y a pas de place pour la violence, pour les agressions, pour le harcèlement. C'est pas possible. C'est pas possible. Non. En tout cas, on va tout faire pour les balayer d'un revers de main, effectivement. Ouais, ça va pas être simple, en tout cas, mais il va falloir du temps. Bien sûr, c'est pas simple, mais il y a une machine qui est enclenchée depuis le mouvement MeToo. Ça avance, on parle, on brise le silence. Donc, on est sur la bonne voie. Le travail est long, mais le travail est là.
Allez, on va parler d'Europe 1 maintenant parce qu'on vous retrouve également chaque matin dans l'émission Culture Média. Vous y dressez un portrait inattendu d'un ou d'une invitée qui se trouve en plateau. Et l'idée, pour ceux qui ne l'ont jamais entendu, il va falloir le faire maintenant, c'est de dresser le portrait inattendu d'une personne en dévoilant des anecdotes que le grand public ne connaît pas forcément. Et à ce titre, on va prendre une question de Virginie qui souhaite savoir s'il y a quelque chose que vous n'aimeriez pas que le grand public sache de vous, ce serait quoi ? Parce que c'est vrai cette question est horrible. Parce que c'est vrai que vous allez parfois loin dans l'intimité, on va en parler juste après, mais... si je n'ai pas envie que ça se sache, pardon, je ne vais pas vous le dire. C'est une excellente réponse, voilà. Effectivement. Donc après, si quelqu'un un jour fait mon portrait inattendu, peut-être qu'on arrivera à qu'il va dévoiler, mais non, un secret reste secret. Bon, écoutez, la prochaine fois, on essaiera de s'y atteler alors. Bah oui. Est-ce que l'objectif, parce qu'on en a vu des personnalités qui étaient vraiment émues face à vous, on peut citer Jarry, Nora Malagré, même Jeff Panaclock qui a fondu en larmes littéralement devant vous. Est-ce que l'objectif de cette chronique, c'est aussi un petit peu de mettre la larme à l'œil de l'invité ? Pas du tout. Parce que j'ai fait plus d'une centaine de portraits où on peut citer, ça se compte sur les doigts de la main, le nombre de personnes qui ont pu être très émues. Mais après, ce que je veux dire par là, c'est que mon but n'est pas de faire pleurer. Ouais. Mon but, c'est d'aller dans l'intimité, d'aller chercher les choses qu'on ne sait pas. Alors parfois, quelqu'un va être très ému sur le nom d'un doudou, quelqu'un va être très ému sur une chanson, quelqu'un va être très ému sur un plat préféré. Moi, tout ça, je ne maîtrise pas. Ce que j'aime, c'est mettre un invité face à sa vie, face à ce qu'il est réellement, sans masque, sans personnage, sans rien. C'est lui, c'est un être humain et c'est ça que j'aime. Et les réactions, moi je ne suis pas au courant de ce qui se passe. Là, je vais faire dans une demi-heure le portrait de Macha Merrill. Ouais. Vous ne savez pas quelle réaction elle va avoir. J'ai des choses, je vais lui dévoiler des choses parce que j'ai fait mon travail. Ouais. Mais après, moi aussi, je suis tout autant stressée que les invités. Parce que un invité peut très bien se dire « Ah bah non, moi c'est trop intime, j'ai pas envie. » C'est déjà arrivé ? Non. Non. Qu'une personne demande à ce que vous ne soyez pas en plateau de peur que vous révéliez quelque chose qu'elle n'a pas envie. Mais je suis bienveillante. Après, je fais ressortir le bien des gens. C'est vraiment ça. On est dans quelque chose de bon, de bien. Je ne cherche pas le petit truc qui dérange. Je ne cherche pas à les mettre mal à l'aise. C'est pas ça. Je veux juste les mettre face à leur vie. Et je trouve ça très amusant aujourd'hui de les désarmer. Mais alors dites-nous votre secret, parce que c'est vrai que j'ai fait des recherches sur Internet. Quand vous dites certaines choses sur certains invités, j'ai été voir sur Google tout simplement, je me suis dit c'est pas possible, à la 12e page il va y avoir cette information que vous avez dévoilée, il va falloir chercher, mais non, même pas. C'est des choses qu'on ne connaît pas. Non. Comment vous faites ? Vous appelez la famille ? Vous savez, quand un invité me dit comment vous savez ça, je réponds je ne dévoile pas mes sources. C'est vrai, c'est un je vais vous répondre la même chose. Vous ne dévoilez pas vos sources. En tout cas, vous avez des sources. Mais c'est du travail, oui. J'ai des sources, j'en ai plusieurs. Des pages blanches, en fait, c'est ça, vous allez regarder. Mais non, mais c'est beaucoup de travail. Bon, après, oui, évidemment qu'il y a beaucoup d'appels aux proches. Oui. Mais bien sûr, c'est tout aussi intéressant de les avoir parce que d'avoir le point de vue de la maman, du papa, du frère, de la sœur, c'est... Enfin voilà, c'est... Bon, bref, je vais trop en dire, c'est pas possible. En février, vous avez accueilli une stagiaire pas comme les autres à vos côtés. L'actrice Julie Debona vous a observé pendant une semaine afin de préparer son rôle dans la série Plan B, dans laquelle elle endossera le rôle de journaliste. Quelle note vous donneriez à Julie Debona ? 10. 10, c'est vrai ? Mais déjà, moi quand j'ai su ça, je me suis dit mais c'est tellement génial d'avoir une comédienne qui se dit je vais interpréter une chroniqueuse radio, je vais aller à la source. Donc déjà, une comédienne qui agit comme une journaliste, c'est génial. Moi, j'adore. Et puis, elle s'est vraiment investie. Elle a parlé à tout le monde. Elle était stagiaire de l'émission de Philippe Vandel, Culture Média, mais pas seulement. Elle est allée voir l'émission de Mathieu Noël. Très curieuse. Très curieuse. Et puis, avec des questions... innocente et qu'on se pose même plus nous-mêmes, mais qui justement on apprend plein de choses. Pardon, mais ce que je veux dire, c'est qu'elle a été émue. On a été émus de se quitter aussi avec Julie Debona parce que c'était bien de l'avoir avec nous et puis elle était émerveillée partout. Donc je lui mettrais 10. 10 sur 10, sans problème. Et puis en plus, c'est une super comédienne. Moi, je l'aime beaucoup. C'est vrai. Non, mais je le dis en toute objectivité parce que on est d'accord. On est d'accord là-dessus et voilà, Julie Debona, c'est une super actrice, on a été très flattés qu'elle nous choisisse aussi.
Allez, on va prendre une dernière question avant de faire notre rubrique, notre dernière rubrique, le sucré salé. On va prendre une question de Sylvain sur Twitter qui souhaite savoir de quel artiste aimeriez-vous faire le portrait inattendu? De Jean-Jacques Goldman. Jean-Jacques Goldman, ouais. Sans hésiter. Ah oui, c'est vrai que vous êtes hésiter. une fan de culture. Jean-Jacques Goldman, ça reste un Mais après, plein, ouais. choisir, là je vous dis spontanément Jean-Jacques Goldman, ouais. comme, parce qu'il est tellement discret que le challenge est dingue. Ah oui, là, mais Cabrel, c'est pareil. Voire impossible. Mais non, mais je vais réussir. Vous y arriverez. Mais après, oui, non, il y en a plein. Fabrice Lucchini aussi, j'aimerais bien. Ah, Fabrice Lucchini, c'est moins impossible. Hein. Il est assez présent dans les médias, même si de temps en temps. Mais surprendre Fabrice Lucchini. Là, ça va être costaud. Voilà, mais bon, après, après, il y a déjà, j'ai pu faire des gens extraordinaires. On a une super programmation, dans cette émission. Que fait Laure Gignès qui travaille avec nous. Et puis avant tout, oui, donc c'est super, mais j'ai de la chance aussi d'être avec Philippe Vandel qui accompagne aussi cette bienveillance, qui va relancer les invités, qui va creuser aussi. Non, c'est super. Alors c'est intéressant que vous parliez de Philippe Vandel parce que vous allez devoir choisir avec Philippe Vandel et une autre, c'est dans la rubrique sucré-salé, vous allez voir. Vous êtes vache, vous n'êtes pas sympa. Alors justement, sucré-salé, on vous soumet 2 propositions, il faut que vous n'en choisissiez qu'une. Vous avez parlé de Philippe Vandel, je vais vous demander de choisir entre Philippe Vandel ou Pascal de la Tour du Pin. Et moi, je vais vous répondre, est-ce que vous pouvez choisir entre votre papa et votre maman? Non, c'est compliqué. Donc je peux pas choisir. Je peux pas choisir parce que je ne peux pas choisir. Vous pourriez partir en vacances avec les deux. Avec les deux. Ah non, mais vraiment, je pourrais partir en vacances avec les deux. Ils sont d'une bienveillance. Et tous les deux, on pourrait même partir en vacances tous les 3. Tous les 3 sans problème. Mais oui, ils s'entendent bien, mais c'est génial. Et puis, ils me laissent faire. Pascal me laisse faire Europe 1, évidemment. Philippe me laisse faire LCI. Voilà, il peut se dire, elle se lève à 4h, elle est à l'antenne à 10. Et voilà, mais. Ce sera Iredou pour la première proposition alors. Pardon? Ce sera Iredou. Oui, exactement. C'est ça. Alors, présenter appel d'urgence ou dresser le portrait inattendu? Pareil, vous ne pouvez pas choisir. Non, mais c'est vache comme question. Ah oui, mais c'est notre dernière rubrique torture. J'essaye de faire de trouver un jeu. Voilà, qu'un exercice, vraiment celui sans lequel vous ne seriez pas Hélène Manarino, ce serait lequel? Je sens beaucoup de désespoir dans votre regard. Parce que si je vais vous dire, dans le portrait inattendu, je sais vraiment, je l'ai créé ce portrait. C'est un truc que j'ai proposé à Europe 1. Oui, vous mettez beaucoup d'émotions. Voilà, ils ont accepté, ils m'ont dit bah oui, fais-le, c'est mon bébé, c'est un peu, mais c'est un peu ça. C'est un truc qui vient de moi, donc voilà, où j'y passe des heures et des heures, donc. Mais en même temps, appel d'urgence, c'est un peu plus corseté. Oui, c'est un format que l'on connaît aussi. Mais après, je suis tellement contente de mettre en avance nos héros du quotidien et d'être dans l'humain. De toute façon, le portrait inattendu, appel d'urgence. Et même ce que je fais sur LCI, c'est l'humain avant tout. Et ça, je le dis souvent. Et c'est ce que j'ai envie de faire. Donc, Bon. Vous ne choisirez pas, mais pour la 3e, vous êtes obligé. C'est obligatoire. Non, vous devez choisir. Après, on va dire elle est que facile, Vous êtes obligé. Valenciennes ou Paris? Valenciennes. Valenciennes. Ah, mais alors là, mais. Voilà. Non, mais vous avez réussi à choisir. Valenciennes. Valenciennes. Je suis valenciennoise à fond. Alors, je vis à Paris depuis 10 ans. J'adore Paris. J'exerce mon métier. J'ai mes amis. C'est super. Mais à Valenciennes, j'ai mes parents, mes amis d'enfance. Et le cœur est là-bas et je vais à Valenciennes ce week-end d'ailleurs. Ah, vous avez de la chance. Je vais voir mes parents. Paris. Merci beaucoup Hélène Manarino d'avoir accepté notre invitation. Alors je vais prendre un grand souffle pour rappeler toutes vos actualités. On vous retrouve donc ce soir pour un nouveau numéro d'appel d'urgence sur TFX dans la matinale d'LCI de 6h à 9h, puis sur Europe 1 dans l'émission Culture Média présentée par Philippe Vandel pour le portrait inattendu que vous dressez à 10h20. Pétante, vous allez y aller. J'ai le journal de la culture à 10h dans 20 minutes. Et après... Merci beaucoup Hélène Manarino. Et nous on se retrouve demain pour un nouveau Buzz TV, cette fois-ci avec un animateur qui a un petit peu disparu des écrans radars de la télévision, mais qui va revenir sur une chaîne un petit peu confidentielle, mais qui a le mérite d'exister, qui s'appelle Action. Vous l'avez découvert dans Le Vrai Journal, il a fait les belles heures de Canal+. Demain, nous recevrons Carl Zero sur le plateau du Buzz TV. En attendant, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à demain pour un nouveau Buzz TV.